Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des orques. Oui, et plus précisément, une famille qu'on a pu suivre pendant plus de 20 ans près des îles Creuset. C'est ça, un coin assez isolé hein, entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Tout à fait. Notre base, c'est la transcription d'un documentaire qui a vraiment partagé leur quotidien. Et l'idée, c'est de comprendre un peu les secrets de leur succès. Leur cohésion familiale incroyable, la transmission des compétences de chasse, ça prend des années apparemment. Des années, oui. Et on va suivre en particulier Delphine, une jeune orque de 14 ans, Assez fougueuse, j'ai cru comprendre. et qui apprend parfois à ses dépens. Exactement. C'est un peu le fil rouge de ces observations. Alors commençons par la base, la famille. Chez ces orques, c'est vraiment tout. Ah oui, la survie repose entièrement là-dessus, sur la coopération. Il faut imaginer hein, que mépriser certaines techniques de chasse, ça peut prendre plus de 15 ans. 15 ans. Et c'est un savoir qui est transmis par la mère principalement. Dans le groupe qui nous intéresse, il y a Lison, la matriarche, la cinquantaine, très expérimentée, Oui, et puis Vénus, sa fille ou peut-être sa sœur, on ne sait pas trop. le petit junior, 4 ans, le fils de Vénus, Et puis Rodon, Arodon. le fils aîné de Lison, une trentaine d'années. Et le truc étonnant, c'est qu'il reste avec sa mère. C'est ça qui est fascinant. Lison est centrale, évidemment, hein. Sa patience, son investissement pour éduquer les jeunes comme Delphine, c'est colossal. Mais Rodon, Bah oui, Rodon. Contrairement à beaucoup d'autres mammifères, les mâles quittent le groupe natal, lui reste. ça pose des questions, non? Sur la consanguinité, la structure sociale. Absolument. Ça suggère des stratégies sociales, peut-être pour gérer la diversité génétique, qui sont très, très sophistiquées. Un vrai mystère social. Et Delphine alors? La jeune fougueuse. Ah, Delphine. Le documentaire la décrit comme remuante et pleine d'entrain. Elle a l'air d'attirer les ennuis un peu. Il y a eu cet échouage. Oui, un échouage où elle a vraiment failli y rester. C'est Lison qui l'a sauvée, en prenant des risques énormes pour elle-même. Incroyable. Et une autre fois, perdue dans les algues. C'est ça, une vraie forêt de kelp géant. Elle s'est retrouvée isolée. Et c'est grâce à ces cris qu'ils l'ont retrouvée. Oui, des appels de détresse très spécifiques et la cohésion de la famille qui s'est mise en branle pour la chercher. C'est très efficace. Ça montre bien que l'apprentissage est long et semé d'embûches. Tout à fait. Les compétences vitales, ça ne vient pas tout seul. La chasse, par exemple. Oui, fond. Il faut apprendre le silence, l'écoute, décrypter les signatures sonores, le bruit d'un manchot, le souffle d'un phoque. Et la coordination, j'imagine? Essentiel. On les voit parfois faire presque, jongler avec un phoque pour que Delphine puisse s'entraîner. Ah oui, comme une sorte de ballon d'entraînement, quoi. C'est un peu ça. Et pour les manchots, c'est encore autre chose. Ils sont si agiles. Alors comment ils font? Il faut créer la panique, séparer un individu du groupe. Une autre technique. Ah, et il y a cette technique spectaculaire, l'échouage volontaire, pour attraper les otaries sur la plage. C'est hyper dangereux, non? Très dangereux, mais essentiel pour attraper ces proies-là. Comment on apprend ça sans se tuer? C'est un apprentissage sous très haute surveillance. La famille, en fait, pousse Delphine à s'échouer. Doucement. Il la force un peu. Oui, et puis il lui montre comment faire pour revenir à l'eau, se tortiller, rouler. C'est Isonson qui évalue constamment le risque. C'est l'investissement de la part de la mère. Énorme. Basé sur des années, des décennies d'expérience. Une autre chose qui a surpris les chercheurs, c'est de les voir manger une carcasse de baleineau. Oui, un baleineau de mink, probablement tué par un autre groupe et laissé là. C'est plutôt rare pour des chasseurs si efficaces de faire les charognards, non? Exactement. C'est pas leur mode opératoire habituel, mais ça montre leur intelligence, leur flexibilité. Une opportunité à ne pas manquer, quoi. Voilà. Une ressource facile, pourquoi la gaspiller? C'est très adaptatif. Et tout cet apprentissage finit par payer pour Delphine, j'imagine. Oui, heureusement. Vers la fin des observations, elle réussit sa première capture, un jeune phoque éléphant. Toute seule. Elle initie l'action, elle mène la chasse. Bon, elle appelle encore Lison à l'aide un moment, mais Mais c'est elle qui fait le gros du travail. c'est ça. C'est vraiment le signe qu'elle passe à l'âge adulte, après toutes ces années. Et au-delà de la chasse et de la survie, il y a des moments plus calmes. Bien sûr, la vie ce n'est pas que ça. On les voit jouer, se détendre. Le massage dans les algues, c'est ça? Oui, ils se laissent porter par le courant dans le kelp. Ça a l'air très relaxant. Et puis, leur vie est rythmée par les saisons, évidemment. En fonction des proies disponibles. Exactement. Les éléphants de mer pendant la saison de reproduction, puis les manchots quand ils sont nombreux. Donc, si on résume un peu tout ça, ces observations sur le long terme, c'est une mine d'or. Ça nous en apprend énormément sur leur intelligence sociale. Absolument. Et sur la complexité de ce qu'on pourrait presque appeler leur culture, la transmission des savoirs, l'importance cruciale des liens familiaux.
Et le fait que chaque orque a sa personnalité. Delphine en est la preuve. Tout à fait. Une vraie tête brûlée au début, qui devient une chasseuse compétente. Mais ça laisse aussi plein de questions en suspens. Ah oui, énormément. Qu'est-ce qu'ils font pendant les 7 mois où on ne les voit pas à creuser, Paco? Où va cette famille N? Mystère. Et comment ils choisissent leurs partenaires pour la reproduction? Surtout si des mâles comme Roboudon restent dans le groupe. Comment éviter la consanguinité? Ça montre bien qu'il y a encore tant à découvrir sur ces créatures incroyables. Absolument. On n'a fait qu'effleurer la surface de leur monde complexe.